Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur la télévision nationale congolaise et bienvenue au magazine Dossier de la rédaction. C'était magazine de la sous-direction des informations TV de la télévision nationale congolaise. Notre dossier de ce jour, c'est la République démocratique du Congo, vue par le mouvement des libérations du Congo libéral de Thomas Lwaka-Losendjola, que nous avons l'honneur de recevoir pour la première fois dans le cadre de ce magazine sur ce plateau de la télévision nationale congolaise. Et je ne suis pas seul pour l'affronter. À son extrême droite, notre éminente consoeur Karine Kabututu de Raga Télévision. Et il est suivi par Jacques Moulouba de la RTGA. Excellence Thomas Lwaka, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour ceux qui viennent d'arriver à Kinshasa et qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous ont jamais connu, ils peuvent retenir qu'en ce qui concerne les études que vous avez faites, vous avez un diplôme en télécommunication à l'ISTA, ici à Kinshasa, avant de poursuivre votre diplôme d'études approfondies en droit à l'Université de Paris 2 en France. Et à marge de ces études, vous avez fait d'autres études, notamment les sciences politiques. Et à l'occasion, vous avez pu rencontrer, si j'ai bonne mémoire, comme condisciple Toussaint Tshilombo du PPRD Deo Nkusu. Et puis, à la fin de ces études, vous êtes retenu comme chargé d'études pendant 2 ans à cette Université de Paris 2. Comme parcours politique, si ma mémoire est bonne, vous avez été membre cofondateur des Forces du Futur, de Zaïdi Ngoma à l'époque, avec comme collègues Délice Sanga et Didier Moumengi. Et puis, par la suite, vous êtes également membre cofondateur du RCD Goma en 1998. C'est une rébellion pour la jeune génération qui ne connaît pas, qui était soutenue à l'époque par le Rwanda. Et après dispute avec les Ougandais, vous vous retrouvez à la création du RCD-KML qui était dirigé à l'époque par Wamba Diawamba et qui fera par la suite également une fusion avec le MLC qui, au bout de certaines divergences, deviendra un parti, une rébellion autonome qui se mutera un peu plus tard en parti politique. En ce qui concerne les charges que vous avez assumées par le passé, vous avez été député national de 2003 à 2011, soit 2 mandats, président de l'Assemblée nationale de la RDC de 2006 à 2007, en remplacement d'Olivier Kamitatou, ancien secrétaire général du MLC, en déphasage à l'époque avec la hiérarchie de son parti. Vous avez procédé à la remise et reprise la même année, soit en 2007 avec Vital Kamere qui venait pour le compte du PPRD, qui avait gagné les élections au niveau de la Chambre basse du Parlement. Et par la suite, vous avez assumé les fonctions de secrétaire général du MLC, de Jean-Pierre Bemba, avant de devenir, il y a peu, vice-premier ministre en charge de postes, télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je dois noter qu'à ce titre, vous êtes également président de la commission ECOFIN du gouvernement et enfin avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. À moins que je me trompe, si vous avez un élément pour, c'est parfait. Pour réduire les limites de mon ignorance sur votre personne. Non, c'est bon. Alors, je dois ajouter, avant d'ouvrir le débat avec les confrères, qu'en ce qui concerne le sport, vous êtes détenteur d'une ceinture noire, donc deuxième dan de judo. C'est donc pour compléter votre portrait. Alors, si nous vous avons invité ce jour, c'est comme je l'ai dit en avant-propos, c'est pour échanger autour de ce thème, la République démocratique du Congo, vue par le MLC libéral, dont vous êtes créateur. Une question directe d'abord, vous-même. Pourquoi le MLC libéral alors qu'il y a peu, vous étiez, je l'ai dit, secrétaire général du MLC? Quelles sont les causes de ce divorce, si divorce il y a? Merci beaucoup pour l'invitation et puis l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui de pouvoir nous exprimer sur la situation de notre parti politique et sur l'actualité. Les divorces est dû au fait que lorsque les chefs de l'État annoncent les concertations, mon parti politique à l'époque, le MLC, lève l'option de participer à ces concertations, contrairement à d'autres partis politiques de l'opposition qui ont refusé de venir aux concertations nationales. Il s'agit par exemple de l'UDPS et de l'UNC qui ont décliné la proposition du chef de l'État. Donc le MLC a accepté d'aller aux concertations
nous sommes allés aux concertations. L'un des principes de fonctionnement de ces concertations était que les décisions devaient être prises par consensus. Parce qu'on craignait que pendant les déroulements de ces concertations, la majorité puisse, par l'effet du nombre, nous imposer ce point de vue si on allait au système de vote. Donc on a dit non, tout doit se décider par consensus. Et puis après, pendant les déroulements de ces concertations, d'ailleurs, j'ai été moi-même président d'une des 5 thématiques, il y avait 5 thématiques, on m'a confié la responsabilité d'une de ces groupes thématiques. Pendant ces concertations, nous avons adopté par consensus plus de 600 résolutions ou recommandations. Et 2 recommandations ont retenu mon attention. La première recommandation, c'était que les gouvernements s'impliquent dans les dossiers du sénateur Jean-Pierre Bemba. Cette résolution, cette recommandation a été acceptée par les délégués du PPRD, du MLC et d'autres forces politiques qui étaient là, même la société civile. Et deuxième recommandation des concertations, c'est la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Et toutes les parties prenantes ont adopté cette résolution, comme je dis, par consensus. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'opposition. Maintenant, donc, nous étions d'accord pour la mise en place de ce gouvernement de cohésion nationale. Jean-Pierre Bemba aussi était d'accord. Oui, puisque c'est lui... Qui vous avait mandaté. Oui. Exactement, il nous a mandaté pour aller là-bas. Et puis à la fin, les tractations ont commencé et puis il y a eu, le gouvernement est sorti. Et là, à la surprise de certains de mes camarades, leur nom n'est pas apparu. Alors, donc, il fallait saboter tout ça. On a commencé une grande campagne d'intoxication, même des manipulations. Vous savez que même il y a des gens qui ont appelé Jean-Pierre Bemba pour lui dire que l'avenue du port, vous savez, là, le rond-point Forescom, oui. Et il n'y avait plus de circulation parce qu'il y avait une foule immense. Les gens sont venus de partout pour s'opposer à l'entrée du MLC au gouvernement de cohésion nationale. Donc voilà un peu... C'était faux? C'était faux, les gens qui se souviennent, qui évoluent dans les quartiers savent que c'était faux. La circulation était normale, la vie était normale ces jours-là. C'était le 8 décembre 2014. Donc c'était de la manipulation. Et puis voilà, il y a la bagarre médiatique qui a commencé. Nous avons considéré que lorsque vous n'êtes plus d'accord avec quelqu'un, il faut vous séparer. Donc comme on était maintenant en divergence avec les amis de l'avenue du port, nous avons jugé bon de nous séparer. Voilà pourquoi nous nous sommes séparés. Donc aujourd'hui, vous êtes le président national du MLC libéral. Je ne suis pas le président national du MLC libéral parce que la loi interdit à un membre du gouvernement d'occuper des fonctions, des responsabilités. Vous êtes autorité morale, je repose autrement la question. Oui, vous pouvez me donner ce titre. D'accord. Immédiatement une question de Karine Kaboutoutou, des Raga Télévision. Le titre officiel, je suis doyen du collège des fondateurs du parti. Ah, doyen du collège des fondateurs du MLC libéral. Alors, Monsieur le vice-premier ministre, que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez l'âme d'un traître pour avoir régné Jean-Pierre Bemba et vos convictions d'opposants au profit de vos intérêts personnels, à savoir votre entrée au gouvernement de cohésion nationale? Merci beaucoup. C'est un discours que j'ai beaucoup entendu. Oui, on dit que j'ai trahi Jean-Pierre Bemba, mais il faut qu'on se souvienne un peu d'où on vient. J'ai passé 5 ans de ma vie. Comme vous le savez, dans l'introduction, vous avez dit que j'ai été chargé d'enseignement, donc assistant professeur à l'université, l'une des meilleures universités de Paris. Ça s'appelle l'université du Panthéon-Assas. Donc j'avais une très belle carrière en perspective. J'ai arrêté tout cela pour revenir au pays. Donc j'ai quitté Paris pour venir vivre dans l'arrière-pays. Dans la rébellion? Dans la rébellion. Précis, oui. Oui, dans la rébellion, pendant 5 ans. Comme colonel? Oui, pendant 5 ans. Et je vous montrerai les photos de l'époque. Les gens n'y croyaient pas. Même certains membres de ma famille disaient que j'avais été envoûté. Parce qu'ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un qui a une carrière en perspective comme ça puisse agir comme j'agissais. J'ai agi comme ça parce que j'aimais mon pays. Donc je suis venu et je suis resté au MLC. Les amis sont partis en 2006. D'autres amis sont partis après, je suis resté. Parmi les cadres qui sont venus avec Jean-Pierre Bemba Djoumaki, j'étais les derniers des Mohicans. C'était celui qui était resté avec lui. Quand on dit des ambitions personnelles, oui, assoiffé des pouvoirs, j'entends aussi cela. Madame, je peux vous dire quelque chose. En 2006, après sa prestation de serment, le chef de l'État nous invite, nous, quelques cadres du MLC. Et les gens sont vivants, donc ils peuvent témoigner si je suis en train de dire des faussetés. Je suis accompagné par Délice Sanga, honorable Délice Sanga, honorable José Makila et moi-même.
Et celui qui nous introduit à la résidence du chef de l'État, c'est le président Vital Kamerhe. On arrive là-bas, le chef de l'État nous fait une offre. Il dit, voilà, je viens de gagner les élections. La Cour suprême a proclamé que je suis le chef de l'État. Vous avez reconnu, les MLC avaient fait un communiqué que nous prenons acte de la décision de la Cour suprême. Il dit, vous avez reconnu que je suis le président. Malgré le fait que j'ai gagné, je vous propose, vous les MLC, de venir travailler avec moi. 2006. Nous sommes revenus avec l'offre, on a décliné cette offre en 2006. Qui a décliné? Le parti. Oui. Le parti, les MLC. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba et les cadres, nous avons discuté ensemble. 2006. 2011, le chef de l'État, Joseph Kabila, une deuxième fois, nous appelle pour nous faire la même offre. Il dit, voilà, j'ai gagné 2011, venez, c'est notre pays, nous devons travailler ensemble. Nous avons décliné l'offre. Cette fois-ci, l'offre nous est faite par le président de la République, Joseph Kabila. Voilà, je vais faire un gouvernement de cohésion nationale, conformément aux résolutions de concertation nationale. Les partis politiques, les MLC, il y a un organe, il y a des organes, mais l'organe le plus haut, situé le plus haut, on l'appelle le collège des fondateurs. Le collège des fondateurs s'est réuni sur 20 fondateurs avant la crise. Les MLC avaient à peu près 20 membres du collège des fondateurs. Sur les 20 membres, 13 ont signé pour l'entrée du MLC au gouvernement de cohésion nationale. La liste existe, les signatures sont là, ça a été publié dans la presse. 13 membres sur 20 sont d'accord. Donc le parti est d'accord puisque c'est l'organe suprême. Malgré la décision du collège des fondateurs, certains amis ont continué. Voilà madame, je ne suis pas entré personnellement parce que je suis assoiffé de pouvoir. Si j'étais assoiffé de pouvoir, j'aurais été déjà dans le gouvernement de Joseph Kabila en 2006 ou en 2011. Je ne l'ai pas fait parce que je disais, c'est une histoire du parti. Les jours où le parti lèvera l'option, nous allons y aller. Peut-être pour terminer ce chapitre-là. Les gens disent aujourd'hui, Thomas Louaka, très, parce qu'il a accepté de travailler avec le président Joseph Kabila. Mais il faut que les gens se souviennent. 2000 Sun City 1, qu'on appelle les accords de cascade. Jean-Pierre Bemba a signé un accord, le MLC a signé un accord où nous avons accepté que Jean-Pierre Bemba soit le premier ministre de Joseph Kabila. Les gens ont peut-être oublié. En 2002. En 2002. Premier ministre de Jean-Pierre Bemba. Nous avons signé, c'est les accords de cascade. Et puis ça a capoté parce qu'à Matadi, lors de la rédaction du projet de constitution, on ne s'est pas mis d'accord. Deuxième exemple, en 2003, l'accord global et inclusif. Le MLC a accepté que son président Jean-Pierre Bemba, et Jean-Pierre Bemba l'a accepté, qu'il soit le vice-président de Joseph Kabila. Et nous avons travaillé avec lui pendant 3 ans. Donc quand... Il l'a même piloté dans l'avion de la Libye au Congo. Mais cette fois-ci, il n'était pas d'accord, visiblement. Pardon? Cette fois-ci, il n'était pas d'accord, Non, je vous ai dit comment ça s'est passé. Ça s'est passé. On avait l'accord du parti, l'accord de l'autorité morale du parti, si je peux les qualifier comme ça. Il y a eu changement d'avis. Si vous voulez que je vous donne tous les détails, ce qui nous est arrivé, c'est exactement ce qui est arrivé à Dan Bombol. En 2011, et je les témoignerai, Adam Bombole a reçu l'accord et du parti et de Jean-Pierre Bemba pour déposer sa candidature comme président de la République. Nous avions dit, puisque dans l'opposition, il y a Vital Kamerhe, Etienne Tshisekedi, Kengo Adondo qui se présentent, une grande formation comme les MLC ne peut pas présenter un candidat. Nous allons présenter un candidat dans les négociations maintenant pour une candidature unique. Nous allons nous retirer. Mais il fallait quand même présenter un candidat. Adam Bombole a reçu l'accord. Il est passé à la télé, il a annoncé. Et puis après, certains de mes camarades, que je ne citerai pas ici par décence, ont intoxiqué le président national sur cette candidature et le président a changé d'avis. Il a dit à Adam... C'est toujours la faute des autres, pas la vôtre. Pourtant, vous n'avez pas boudé votre plaisir à exclure Adam Bombole du MLC à l'époque. Non, j'explique, maman. Je vous explique. Donc voilà, Adam Bombole dit, je ne peux pas faire marche arrière. J'ai déjà annoncé, j'ai payé 50 000 $. Vous savez la caution pour être candidat président de la République. Adam dit, j'ai déjà payé 50 000 $. Je ne peux pas faire marche arrière. Maintenant, en me disant, vous voulez personnaliser un peu. Mais vous étiez le secrétaire général à l'époque. Le secrétaire général, c'est qui? C'est les membres d'un organe.
Peut-être que les gens ne savent pas comment se passe la politique. Lorsque vous êtes membre d'un parti politique, même membre du gouvernement, lorsque la majorité des membres de l'organe prennent une décision, vous êtes solidaire avec la décision. C'est ça la démocratie. Lorsque je suis membre du gouvernement, il y a le principe de solidarité gouvernementale. Même si je ne suis pas d'accord avec une décision, la majorité des membres du gouvernement lève cette option. Par solidarité gouvernementale, je dois soutenir. Si je ne suis pas d'accord, je démissionne. Sinon, on vous limoge. Oui, tout à fait. C'est comme ça, le gouvernement de tout, même aux États-Unis, en France, c'est comme ça que ça marche. Donc là, au niveau du MLC, j'ai été solidaire avec les décisions prises par les organes du parti. Tout ce que vous pensez aujourd'hui, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites à ces jours, c'est sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila. Pourtant, il y a peu, vous étiez farouchement opposé à tout ce qui était lié au régime Kabila. Alors du coup, le chef de l'État ne devrait-il pas se méfier de votre opportunisme? Après Jean-Pierre Bemba Kabila, ne sera-t-il pas les prochains à être trahis par Thomas Louaka? Non, n'affirmez pas que j'ai trahi Jean-Pierre Bemba parce que je n'ai pas de problème personnel aujourd'hui avec Jean-Pierre Bemba. Si mon agenda me le permet, je continuerai à aller le visiter là où il est. Il n'y a pas de problème personnel entre moi et Jean-Pierre Bemba. Il y a une question de divergence avec des camarades qui sont restés à Kinshasa. Que ça soit bien clair. Deuxièmement, dites oui, trahir. Trahir, ça veut dire quoi? Moi, je suis au service du Congo. Monsieur Louis-Dor Balekelaï, tout à l'heure, a fait un résumé de mon parcours. Peut-être vous n'avez pas fait attention. J'ai été avec Zaïdi Ngoma, j'ai été avec le RCD, j'ai été avec RCD KML Mboussa Yamouissi, j'ai été avec Jean-Pierre Bemba. J'entre librement dans les organisations. Mais le jour où je me rends compte que la position de l'organisation n'est pas conforme aux intérêts tels que moi je les comprends du Congo, je pars. J'ai été à Goma, mais le jour où j'ai pris l'emprise de notre allié rwandais sur l'organisation, j'ai compris qu'il y a un problème. Je suis parti. Je suis un homme libre. Libre pourquoi? Parce que je suis chrétien. Vous avez l'habitude de surfer entre les vagues. On va revenir à vous, Karine. Donc, si on peut comprendre, entre les lignes, il y a un problème de non-respect de la parole donnée dans le chef du leadership du MLC. Alors, oui, tout à fait. Jacques Moulouba, RTG. Thomas Louaka, vice-premier ministre. La question est la suivante. Vous avez divorcé avec le MLC, vous prenez l'engagement de créer une autre formation politique, mais calqué sur le modèle MLC, vous ajoutez seulement l'aspect libéral. Vous avez été à court d'inspiration politique ou quoi? Non. Vous avez tout à fait raison de poser cette question-là, mais je peux vous donner deux raisons, des justifications. Pourquoi nous avons fait le MLC libéral? La première raison, je vous ai expliqué tout à l'heure, sur 20 membres fondateurs du collège des fondateurs, sur 20, 13 sont avec nous. 13. Où se trouvent les partis? Lorsque l'organe suprême du parti est d'un côté. Mais vous êtes une dissidence. Non. Normalement, si on était comment dire ça? On était des gens conflictuels. Vous auriez pas chassé... Non, cette affaire aurait peut-être dû se terminer devant les cours des tribunaux. Mais nous avons considéré qu'on fait de la politique. Il ne faut pas embarrasser les amis. Alors on a dit, ok, puisque on commence à se disputer, maintenant c'était une question d'adresse. Oui. Est-ce que l'adresse c'est à l'avenue du Port ou c'est sur Triomphal? Vous vous souvenez de la polémique? Oui. En toute responsabilité, le collège des fondateurs dit, écoutez, il n'y a pas de problème, on va juste ajouter l'adjectif libéral. Pour signifier quoi, justement? Non, parce que nous sommes en réalité un parti libéral. Je pourrais peut-être, à une autre occasion, vous expliquer le libéralisme, c'est quoi? C'est une idéologie qui met l'accent sur la liberté de l'individu. Oui. Donc, nous sommes un parti libéral, c'est comme ça que nous avons voulu souligner. Parce que ce qu'on a remarqué aussi, le radicalisme qui a pris naissance dans le courant qui est resté à l'avenue du Port, que certains mauvaises langues qualifient de courant Boko Haram, ce radicalisme-là n'est pas de l'essence du MLC que moi j'ai connu, dans lequel moi j'ai évolué. Alors, quel est votre projet de société ou votre philosophie politique au MLC libéral? Est-ce que c'est du copier-coller ou c'est une innovation? Non, c'est pour ça que je vous ai dit que nous, on met plus l'accent, parce qu'on a vu qu'on était en train de nous éloigner du MLC originel. Oui.
Je suis un libéral, Jean-Pierre Bemba est un libéral, Olivier Kamitat est un libéral. C'est des libéraux que nous sommes mis ensemble, on crée un mouvement, un parti politique. Mais aujourd'hui, certaines positions, certaines thèses défendues à l'avenir du port n'est plus conforme au libéralisme. Si vous voulez que je vous explique, ça nous fait perdre très brièvement, oui. Oui, parce que c'est monsieur qui veut que j'explique l'idéologie libérale. Les grandes lignes, oui, les grandes lignes. Je sais que c'est opposé à le projet de société surtout. C'est opposé à la social-démocratie, mais allez-y, en grande ligne, en grande ligne. En fait, on considère que dans une société, chaque individu est unique. Aujourd'hui, nous sommes plus de 70 millions d'habitants des Congolais. Il n'y a pas deux Congolais identiques. Alors, chaque Congolais, chaque individu a des potentiels, des potentialités qu'il peut mettre au service de la communauté. Mais pour pouvoir aider cet individu à être efficace dans le développement du pays, il faut les mettre dans un environnement de liberté pour qu'ils puissent s'épanouir. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur ces côtés liberté. Il faut garantir, il faut renforcer, il faut aider à ce que l'homme soit le plus à l'aise possible. C'est là qu'il va donner le meilleur de lui-même. Alors que d'autres idéologies considèrent que, comme la social-démocratie, pour que l'homme puisse s'épanouir, il faut renforcer l'État. Oui, oui. Il faut renforcer l'État. Nous considérons qu'il faut plutôt réduire l'exercice, l'activisme de l'État pour pouvoir permettre à l'initiative privée. Exactement, encourager l'initiative privée. Juste une petite question, Ligor, si vous le permettez, sur les MLC libéral. Au lendemain de votre exclusion du MLC, vous avez créé les MLC libéral, présenté même des candidats aux élections provinciales. Vous marchez ainsi, selon F. Bazaïb, actuel secrétaire général du MLC, vous marchez ainsi sur les plates-bandes de sa formation politique. Pour elle, donc, vous êtes un usurpateur. Non, madame, je crois qu'il y a un problème. Lorsque on n'arrive plus à mobiliser la population, on trouve des excuses. L'histoire des partis qui se scindent ne commence pas avec nous. Les grands Lumumba que nous vénérons tous. MNC Lumumba et MNC Kalonji. Comment ils se sont divisés. Ah, c'est ça la jurisprudence que vous... Il y a l'UDPS. Tout le monde sait qu'il y a l'UDPS Kibasa. C'est une jurisprudence heureuse. La population congolaise a une telle maturité qu'elle ne confond jamais RCD-KML, je vous l'ai dit tout à l'heure. La population ne confond jamais. Ils arrivent à distinguer. Il appartient à chacun de démontrer sa capacité de mobilisation sur le terrain. Nous l'avons fait le samedi, vous avez vu, les gens sont venus, on a mobilisé, on a rempli, on a même été débordés. Ce sont des militants véritablement identifiés. Ce sont les mêmes qui ne vont pas au PPRD, à la FDC, un peu partout. Il y en a qui disent même que c'est des militants achetés pour la cause. C'est ça qu'on raconte pour démontrer le mépris de l'élite congolaise vis-à-vis de la population. Ils considèrent que c'est des gens sans foi ni loi, qui ne comprennent rien, des vagabonds. En même temps, vous les journalistes, vous voulez qu'on aille vers la démocratie, en même temps vous manifestez un mépris important vis-à-vis de cette population. On va terminer, je vous en prie, on va terminer parce que nous avons un deuxième point important à aborder. On va terminer ce point avec une petite question. Je vous souhaiterais, monsieur le vice-premier ministre, que vous soyez le plus précis et bref possible. Alors, si tel est le cas, vous puisez dans la jurisprudence de 1960, MNC Lumumba, MNC Kalonji, UDPS Kibasa et j'en passe le meilleur. Mais pourquoi ne pas changer ne fût-ce que les insignes distinctifs du parti? Vous avez gardé la fourmi, vous avez gardé les mêmes couleurs. Est-ce que ce n'est pas une façon de défier ceux que vous qualifiez de minorités? Non. Et justement, j'avais dit, quand j'ai répondu à madame, qu'il y avait deux raisons. J'avais expliqué la première raison, c'est les nombres. Parce que ça crée la confusion, on ne sait pas. Non, justement, je vais expliquer. Il n'y a pas de confusion possible. Donc, à la CENI, lorsque la CENI accepte les emblèmes, la CENI ne peut pas accepter des emblèmes lorsque ça peut susciter une confusion. C'est des experts en matière électorale. Ils ont vu nos deux emblèmes parce que... C'est pas authentique, hein, c'est ça? Non, c'est pas identique. C'est pas identique. La deuxième explication que je voulais donner à madame, la raison de ce maintien du nom MLC, nous croyons à la réconciliation. Nous considérons que nos amis
et ont été pris par des émotions. Ils peuvent revenir à la raison ou que vous pouvez revenir dans la maison. Non, 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 ils peuvent revenir à la raison parce que... Vous pouvez aussi revenir dans la maison. Non, 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 ils peuvent revenir à la raison et que... Parce que nous sommes ouverts au dialogue. D'accord. On est ouverts au dialogue. Voilà, parce que... On a cheminé pendant des années. Oui. Les jours où les amis reviendront à la raison, on pourra toujours parler. Jacques Moulouba, très rapidement votre question et puis on aborde le sujet consacré au dialogue. Oui, je voulais juste savoir, monsieur le vice-premier ministre, quelles sont vos relations actuelles? Vous avez peut-être effleuré avec, je peux citer quelques noms, oui. Jean-Pierre Bemba, Fidel Babala, oui. F. Bazaïba, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, comme je le disais tout à l'heure, je n'ai pas de problème avec Jean-Pierre Bemba, pas de problème personnel. Et avec Fidel Babala, nous n'avons plus de contact, mais il n'y a pas de rapport d'animosité. Alors que pourtant, hier, vous étiez très liés. Oui, oui, mais j'ai dit, il y a eu divergence. On s'est séparés, mais on ne sait pas comment dire ça. Vous n'êtes pas des ennemis. Et on n'est pas des ennemis, on n'est pas fâchés. Mais je n'ai plus de contact avec Fidel Babala. Voilà. Même aujourd'hui, actuellement, il est à la CPI pour son procès. Et en ce qui concerne Madame F. Bazaïba, je crois qu'elle s'est répandue dans la presse. À la limite, même, c'était presque des insultes, des injures. Je pense qu'à notre niveau de responsabilité, il ne faut pas qu'on mette trop d'émotions, trop de sentiments dans ces choses-là. Ce ne sont pas des conflits personnels entre individus. C'est bon. Par exemple, juste pour finir sur cette page-là. Je ne vais pas conciter les gens. Okay. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça le principe ici. J'ai répondu à la question. Vous avez répondu à la question. Alors nous allons aborder le deuxième axe de cette émission, le dialogue national qui pointe à l'horizon. Quelle est la vision du MLC libéral par rapport à ce 10e forum, s'il faut partir de 1960 avec la conférence, la table ronde politique donc de Bruxelles, Tananarive, Palais des Marbres 1 et 2, conférence nationale souveraine, le dialogue intercongolais, les concertations de 2014 et bientôt ce dialogue, on en sera au 10e forum de ce genre. Quel est le regard du MLC libéral sur ces assises? Le MLC libéral soutient totalement les dialogues prônés par le chef de l'État, Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que nous considérons que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique. Dans toute société, dans toute communauté, dans chaque pays, il y a des conflits, il y a des divergences, il y a des contradictions qui naissent. La meilleure façon de résoudre cela, c'est de se parler. C'est comme ça que nous avons dit à la FICIN, entre la confrontation et les dialogues, nous avons choisi les dialogues. Mais concrètement, pourquoi il y a nécessité cette fois-ci, au-delà des principes? Pourquoi absolument il doit y avoir dialogue? Pourquoi nous soutenons cela? Et vous savez peut-être qu'il m'arrive parfois, comme j'ai une passion particulière, c'est l'histoire politique du Congo. Que parfois, j'essaie de vulgariser à travers le média. Oui. Le passé doit toujours nous enseigner. Nous avons eu deux expériences démocratiques dans ce pays. 2006, 2011. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006? En 2006, après les élections, il y a eu des affrontements violents, parfois à l'arme lourde, ici dans la ville de Kinshasa. Il y a 9 ans de cela. Des Congolais sont morts ce jour-là. 2006, après les élections. 2011. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Pendant la campagne, il y avait dans certains coins de la République où les candidats qui n'étaient pas de l'obédience du leader local ne pouvaient pas battre campagne. Allez poser la question à mon frère, mon grand frère François Mamba. Il vous dira ce qu'il a vécu à Kabea-Kamanga. Exfiltré par les éléments de la police nationale. Il n'a pas pu battre campagne. Allez poser la question à l'honorable Didier Kazadi, ce qu'il a vécu dans les Kasaï. Évariste Bochab, dont la résidence a été saccagée. Voilà. Mais pourquoi nous ne devons pas nous poser des questions? Ça, c'était pendant la campagne. Après la campagne, après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 2 candidats. Joseph Kabila, qui prête serment au Palais de la Nation, et Etienne Tshisekedi, qui prête serment chez lui à la maison. Voilà ce qui s'est passé. Alors nous disons, pour que ces choses-là ne se répètent plus, pour qu'il n'y ait pas des affrontements en 2016, pour qu'il n'y ait pas d'interdiction
des campagnes de certains candidats dans certains coins, à Bukavu ou à Lubumbashi ou ailleurs, nous devons nous parler pour qu'il n'y ait pas de contestation. Parce que si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? En 2016, il y aura un candidat qui va prêter serment à Lubumbashi, un candidat qui va prêter serment à Bukavu, et un autre peut-être dans le Bandundu. Il va prêter serment. Pour éviter tout cela, pourquoi ne pas se mettre autour d'une table en disant, voici les sujets, et ça c'est les projets d'ordre du jour du MLC libéral. Nous devons d'abord parler du processus électoral. Est-ce qu'on est... Oui, exactement. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai entendu certains de mes camarades dire que oui, on peut tenir cette réunion-là autour de la CENI. Non, la CENI c'est un organe... Oui, la CENI c'est un organe technique. Par exemple, cette question, est-ce qu'elle pourra être résolue devant la CENI? Les cas de nouveaux majeurs. Est-ce que c'est à la CENI de répondre j'enrôle ou je n'enrôle pas? C'est une question politique. C'est aux politiciens de répondre à la question. La question du financement, la question du calendrier, c'est des questions politiques. Les fichiers électoraux, c'est des questions politiques et les politiques doivent résoudre préalablement et donner des indications à la CENI. Voilà pourquoi nous devons avoir. Donc, premier point, processus électoral. Deuxième point, il y a aussi, c'est vrai que nous voulons absolument copier la démocratie telle que se passe ailleurs, mais on oublie un élément. Les États-Unis, ça fait 200 ans, 2 siècles, qu'ils font la démocratie, qu'ils font les élections. La France, pareil. La Belgique, plus de 150 ans, qu'ils font des élections. Et nous, ça fait 9 ans. Et certains de nos partenaires extérieurs veulent que nous ayons le niveau de maturité de comme la leur. Disons non, nous devons nous parler entre nous. Je suis un démocrate convaincu. Nous devons faire le système démocratique. D'ailleurs, c'est pour ça que notre pays s'appelle République démocratique. On a voulu absolument que la démocratie soit dans ces pays. Mais il y a des choses que nous pouvons adapter. Je vous donne un exemple. Les candidats perdants. En Europe, aux États-Unis, celui qui a 52% de voix gagne les élections. Celui qui a 48, on dit, monsieur, rentrez chez vous, revenez dans 4 ans ou dans 5 ans. Chez nous ici, celui qui a 48% des voix représente des millions de Congolais qui croient en lui, qu'il peut apporter des solutions aux problèmes du Congo. Et vous allez dire à ces messieurs qui a toute cette base-là, monsieur, rentrez chez vous, on va vous rappeler dans 5 ans. Ben, c'est ça qui pousse certains candidats à prêter serment chez eux. Parce que vous ne donnez pas de perspective. Il y a une pratique aux États-Unis. Les candidats gagnants, celui qui gagne les élections, ne peut jamais faire une déclaration avant que le candidat perdant ne l'appelle au téléphone pour le féliciter. Obama a entendu. On dit oui, Obama a gagné. Il ne peut rien dire. Il attend, il a mis son téléphone, il dit j'attends que mon adversaire m'appelle. Et lorsque le téléphone... une obligation morale. Exactement. Oui. Vous voyez le niveau. Est-ce que nous, on ne peut pas arriver à ce niveau-là? Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut trouver un statut du candidat perdant. Celui qui a perdu avec des millions de gens. Lui donner un rôle dans la République. Il pourrait être, par exemple, président du Sénat. Ça pourrait rassurer tout le monde. Donc voilà un peu certains sujets. Je ne vais pas être très long là-dessus. Ouais. Pourquoi nous voulons absolument aller au dialogue pour aboutir à des élections apaisées. Sinon, je ne suis pas prophète des malheurs. Les gens souvent confondent des choses en disant oui, on va aller au dialogue parce que Kabila. Prenons l'hypothèse, et c'est l'hypothèse, je crois, la plus plausible. Joseph Kabila n'est pas candidat. Nous allons avoir qui? Nous allons avoir certains candidats, même si Kabila n'est pas là. Ceux qui vont se présenter peuvent se battre entre eux. Ils peuvent se battre avec... Les désordres peuvent venir entre leurs militants. Chacun pourra dire, oui, moi je n'accepte pas les résultats parce que la CENI était mal composée. Alors, je n'accepte pas les résultats parce qu'on n'a pas enrôlé les nouveaux majeurs, je suis très populaire chez les jeunes. Oui, on va prendre la question de Jacques Moulouba de la RTG. Mais en attendant, M. Thomas Lwaka, je crois que l'opinion a intérêt à vous écouter parce que j'ai dit tout à l'heure dans votre présentation, vous étiez colonel à l'époque du MLC comme rébellion et
je suis parmi les premiers journalistes qui ont pris le risque de vous recevoir sur le plateau de télévision. Tout à fait. Il y a 10 ans, ou même plus, 11 ans à ce jour. Mais la peur des autres, d'où vous venez, des opposants, c'est cette fameuse logomachie du glissement. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je pense que... le concept n'est ni constitutionnel, ni juridique. Je pense que ceux qui ont peur de bonne foi, certains d'entre eux, vraiment, ils ont une peur justifiée, en disant, on va glisser. D'autres savent très bien qu'il n'y aura pas de glissement, mais ils veulent créer une psychose dans la population. Voici la réponse que je leur dis. Par expérience, nous, quand on est allé aux concertations, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous allez cautionner la révision de la Constitution. C'était ça. Souvenez-vous. Vous allez cautionner, vous êtes des traîtres, vous allez aux concertations pour aider Joseph Kabila à réviser la Constitution. Nous avons dit non, puisque nous nous sommes mis d'accord que toute décision se prendra par consensus. Rien ne pourra se faire sans notre volonté. Et nous sommes allés, tout s'est passé calmement. Il n'y a jamais eu révision de l'article 220. J'ai dit exactement la même chose. Si les gens viennent au dialogue, et là je salue, je profite de l'occasion pour saluer le sens de responsabilité du président Etienne Tshisekedi et de l'UDPS, qui dit qu'il faut qu'on aille au dialogue. Parce que Etienne Tshisekedi lui-même a vu ce que ça a donné en 2006, en 2011. C'est un responsable, c'est un homme qui aime énormément la population congolaise. Oui. Donc il ne souhaiterait pas qu'en 2016, il y ait d'autres Congolais qui vont mourir après les élections. Donc, je dis à ces amis-là, à ces compatriotes-là, puisque nous devons faire prévaloir le principe du consensus. Au sein du dialogue, aucune décision ne pourra se prendre sans consensus. Donc, ça, c'est le mécanisme de sécurité. Donc, si on obtient... Le consensus ne veut pas dire unanimité, vous le savez. Non, non, je sais, mais madame, il faut aussi penser que les Congolais, nous sommes arrivés à un niveau de responsabilité où, lorsque l'intérêt du pays l'exige, tout le monde est d'accord. Je vous ai dit, quelqu'un pouvait parier que les Congolais peuvent se mettre dans une salle et adopter plus de 600 résolutions par consensus. Que sont-elles devenues aujourd'hui? C'est un autre débat. C'est un autre débat, mais le principe est que c'est celui de l'adoption. Peut-être un dernier mot sur la question. Oui. Il y a certains compatriotes qui disent qu'il faut un médiateur international. Nous ne pouvons venir là-bas que s'il y a un étranger qui vient présider la séance. Mais, mes amis, quelle est l'image, quel est le message que nous envoyons à la communauté internationale? Quel est le message? Lorsqu'il y a un problème entre nous, certains de mes camarades, collègues politiciens courent dans les ambassades pour aller se plaindre. Oui, il n'y a pas de démocratie, nous n'avons pas à évoluer. Lorsqu'il y a des problèmes entre nous, on court dans les capitales occidentales, aller se plaindre, accuser Joseph Kabila, il dit il nous maltraite au Congo là-bas. Lorsqu'on dit qu'il faut se mettre autour d'une table, Joseph Kabila dit venons, on va parler des problèmes du pays. Vous dites non, nous on ne peut venir qu'à condition qu'il y ait un étranger qui préside. Le message est clair. Pour la communauté internationale, nous sommes des immatures. Donc, on peut légitimement commencer à évoquer la question de la mise sous tutelle du pays. Parce que l'élite du pays lui-même demande à chaque fois l'intervention de la communauté internationale pour régler leurs propres problèmes. 50 ans après. Voilà. Voilà. Le MLC libéral considère à l'heure actuelle le dialogue comme la condition sine qua non pour arriver aux élections apaisées. Alors, à ce moment, il y a une partie de l'opposition qui ne l'entend pas de cette oreille. Que faire pour que ce dialogue-là ait un caractère inclusif? Quelle stratégie politique utiliser si on recourait à votre savoir politique? Non, je crois qu'il faut continuer à parler. Il faut continuer à parler et j'ai l'impression que les dialogues, les échanges entre les uns et les autres, ça a commencé à porter ses fruits. Parce que j'ai même entendu quelques modifications des positions de certains partis politiques de l'opposition qui disent oui, on pourrait venir, mais que ce soit avec la CENI. C'est déjà, on est dans la bonne direction. Oui. Alors que, vous savez, il y a eu même des coalitions. Coalition pour un vrai dialogue. Et vous allez être surpris que les gens qui étaient membres de la coalition pour un vrai dialogue ne veulent plus de dialogue. On dit, mais il faut savoir ce que nous voulons. Je pense que tout le monde a sa place autour de la table. Venons, on va parler. L'ordre du jour sera défini de manière consensuelle.
on va évoquer les sujets qui intéressent. Nous, au MLC libéral, ce qui nous intéresse, que les prochaines élections se passent de manière apaisée. Vous savez que dans certains pays, les jours des élections, c'est presque une journée de fête. Comme en Tanzanie récemment. Exactement. Les gens s'habillent proprement, ils vont là-bas tranquillement, et ils votent, et puis revenir, et puis ils se taquinent entre eux. Notre candidat va gagner. Et puis celui qui gagne, tout le monde l'applaudit, et ça se passe bien. Mais chez nous, les élections, c'est un moment de traumatisme. Oui, Karine Kaboutou va vous poser sa question, M. Thomas Lacroix. Mais d'où vient que, parce que vous venez de l'opposition, qu'en Afrique, on considère les vraies élections que celles gagnées par les opposants, même si ceux qui sont au pouvoir peuvent gagner au nom de la conservation du pouvoir. C'est quoi cette histoire? Non, vous avez tout à fait raison. Non, en fait, en réalité, que nous disons, nous sommes des démocrates. En réalité, chacun veut utiliser la démocratie en sa faveur. Il n'y a de démocratie que lorsque moi je gagne. Lorsque l'adversaire gagne, ce n'est pas démocratique. Il y a eu tricherie. Il y a eu tricherie. Bourrage des urnes. Oui. Donc je pense qu'on a un effort à faire au niveau intellectuel, qu'on arrive à un niveau où on peut reconnaître honnêtement. J'ai essayé de faire cet exercice en faisant de l'opposition du MLC. À l'époque, on faisait de l'opposition forte et républicaine. Lorsque les gouvernements posent des choses qui nous semblent aller dans la bonne direction, il faut les reconnaître. Lorsque ça ne va pas dans la bonne direction, nous critiquons. Mais on nous traitait de quoi? De collabos. Un opposant ne peut être qu'opposé à tout ce qui s'est fait. Voilà, on n'a pas la même conception de la démocratie. Le MLC qui avait accepté... L'exemple que je donne à la jeunesse. Laurent Désiré Kabila s'est engagé dans la politique à l'âge de 19 ans. Il était le président de la Ligue de Balubakat, qui s'est opposé à la sécession katangaise à 19 ans. Janson Sendwe, avenue Sendwe. Sendwe, l'énorme président de la Ligue. Laurent Désiré Kabila a fait la rébellion contre Tchombe pour que les Katanga ne quittent pas les Congo. Donc ça, c'est des exemples que nous voulons donner à notre jeunesse pour pouvoir s'engager en politique. Vous n'avez pas répondu à la question sur les élections rapidement, on n'a plus le temps. Non, les élections, je dis, madame, ça c'est des questions que nous allons évoquer au dialogue national. Peut-être un dernier point sur... je crois que l'essentiel est dit, à moins que Jacques Moulouba ait quelque chose, sinon j'ai des annonces. Oui, justement, une dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a lieu, M. Thomas Louaka, d'aller au dialogue maintenant, tout en respectant le délai constitutionnel, tout en évitant de glisser? Madame, mon frère, pour nous, le plus important, vraiment le plus important, c'est la qualité des élections. J'entends certains compatriotes disent, oui, c'est irresponsable. Ce que c'est irresponsable. Nous voulons faire de la démocratie, mais la démocratie de qualité. Pas la démocratie qui amène la violence, pas la démocratie qui amène la guerre, pas la démocratie qui amène du ressentiment. Donc pour nous, le plus important, c'est comment arriver à des élections apaisées. Si la classe politique, nous voyons nous tous ensemble qu'il est possible d'arriver à des élections apaisées, au moins l'année 2016, on le fait. Si la classe politique considère qu'on peut même faire des élections apaisées avant la fin du mandat du chef de l'État et que le chef de l'État est d'accord en disant on organise ça, on fait les élections au mois de janvier 2016, on est d'accord. Je ne crois pas au fétichisme de la date. Moi, ce qui nous intéresse, c'est la qualité des élections apaisées. On peut glisser ensemble, même après 2016, si la classe politique l'exigeait. Non. Vous savez combien de postes électoraux il existe au Congo qui sont prévus? 15 000 postes où les gens doivent occuper ces postes par élection. Les municipaux, tout ce que vous connaissez, les urbains, 15 000 postes. Mais pourquoi il y a cette, comment dire ça, focalisation sur les élections de députés et les chefs de l'État, donc 500 plus 1.
Ils sont tenus par la Constitution. Il y a 15 000 postes qui sont disponibles, mais les gens qui nous disent vous devez être démocrate ne s'accrochent qu'au 500+1 là. Il y a un autre problème qui se cache derrière, on aura peut-être le temps de les développer dans une autre émission. Merci beaucoup. Peut-être par un procès de métaphore, on peut comprendre que le vice-premier dit que on peut glisser et se fracturer, mais pas nécessairement se casser et on continue la vie. Non, je suis pour le respect du délai constitutionnel, mais j'ai dit... Ça peut arriver que par consensus, on décide de faire les élections avant ou après. Exactement. Voilà. Vous m'avez bien compris. Mesdames et messieurs, nous vous disons très sincèrement merci d'avoir été des millions à nous suivre sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous recevions ce jour, pour le compte de notre magazine Dossier de la rédaction, M. Thomas Luakalo Sendiola, qui se trouve être vice-premier ministre en charge de postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il est le doyen du collège des fondateurs du MLC libéral. Voilà pourquoi le thème de ce dossier de la rédaction était la République démocratique du Congo vue par le MLC libéral. Pour en parler ce soir, nous avions sur ce plateau Karine Kaboututu de Raga Télévision et à sa droite Jacques Moulouba de la RTGA. Excellence, merci de l'honneur que vous nous avez fait ce soir en répondant à l'ensemble de nos questions que nous vous avons posées au nom du public qui vous a suivi. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous très bien, mesdames et messieurs, et conservez jalousement le canal de la télévision nationale congolaise. Au revoir.